allons commencer cette matinée avec une introduction d'Emmanuel Bacri, qui est directeur de recherche au CNRS, qui est sur la sellette en ce moment puisqu'il est directeur scientifique du Health Data Hub, qui permet le partage des données de santé. Il est très, très sollicité, mais notre guest star a accepté d'être là aujourd'hui. Et voilà, on va lui laisser la parole pour une longue introduction d'une quarantaine de minutes. Donc, je vais arrêter mon partage pour qu'il puisse partager. Bonjour, merci Virginie, merci pour cette introduction élogieuse. Effectivement, donc j'ai une double tâche, donc je vais essayer de vous tracer un petit peu des grandes lignes sur le vocabulaire qui est utilisé communément autour de l'IA, Big Data, etc. Et dans un deuxième temps, donc de façon vraiment assez décorrélée, même si je vais continuer à parler d'IA, je vous ferai une présentation du Health Data Hub. Donc je fais ma présentation en deux temps. Donc, je vais partager mon écran. Donc, ouais, j'ai changé un petit peu le titre, Big Data, Data Science, IA. J'aurais pu rajouter une liste très, très longue de vocabulaire. Alors, au début, ce que je vais faire, c'est vous donner des définitions qui me semblent… En fait, tout le monde utilise ces mots-là à sa sauce. Donc, je ne vais pas vous dire, il y a des bonnes définitions, il y a des mauvaises définitions. Ça se fait, je pense que ce n'est pas très honnête de dire ça. Je vais vous donner mes définitions, celles qui me semblent les plus correctes. Et ça ne veut pas dire que c'est la vérité, mais ça permet en tout cas de comprendre les distinctions qu'il peut y avoir entre différentes notions. Ensuite, chacun va associer ces notions à différents mots, à différents termes, et malheureusement, il n'y a pas du tout d'accord universel sur cette utilisation-là. Je vous dirai un petit peu aussi ce qui est justement les utilisations un petit peu en vogue, qui ne sont pas forcément les miennes. J'en parlerai aussi. Mais ce qui est important, c'est de distinguer différentes notions quand on parle d'IA. Voilà. Donc, dans les buzzwords que je voudrais définir, il y en a 4 essentiellement. C'est sciences des données ou data science, big data, IA et machine learning, qu'on utilise un petit peu à tort et à travers et qui sont souvent interchangeables dans la bouche des gens. Alors, sciences des données, pour moi, c'est quoi? C'est l'extraction d'informations à partir de données. Donc, c'est des choses qui sont faites depuis assez longtemps. C'est la base, notamment des statistiques. Donc, c'est quand même assez vieux. Ça continue à progresser, bien sûr. Et c'est très utilisé pour de nombreuses applications. Le big data, je dirais que c'est la science des données quand elle s'applique sur des données massives. Alors, pourquoi est-ce qu'on distingue? Parce qu'en fait, dès qu'on est sur des données massives, tout devient plus compliqué. La collecte des données, la mise en qualité des données, la représentation, la visualisation des données, le travail algorithmique sur les données, la mise en production ensuite de ce travail-là. Voilà. Toute la chaîne des données devient beaucoup plus complexe. Et d'où ce terme qui a été consacré, qui est données massives. Les algorithmes, même faire des algorithmes sur des très grandes masses de données, ça pose des problèmes d'optimisation. Ce n'est pas du tout le même type d'algorithme qu'on fait tourner. Il y a des algorithmes d'optimisation qui sont différents. Enfin, voilà. Il y a des architectures machines qui sont différentes. Voilà, ça implique énormément de choses. Alors, par contre, ce que je ne vais pas vous faire, c'est il n'y a pas une taille à partir de laquelle on est big data et en dessous de laquelle on n'est pas big data. Ça n'existe pas. En fait, ça va dépendre beaucoup de est-ce que vous voulez, est-ce que vous avez un impératif, par exemple, temporel, de délai? Est-ce que ça doit être très rapide ou pas? Est-ce que c'est des données très hétérogènes ou pas? Est-ce qu'il y a des données individuelles qui sont très grosses? Par exemple, vous avez des grosses images ou pas? Ou est-ce que vous avez surtout beaucoup de données, mais qui sont des petites données? Voilà, ça va dépendre de beaucoup de choses. Il n'y a pas une taille au-dessus de laquelle on est du big data et en dessous de laquelle on n'est pas du big data. C'est sûr que si vous êtes sur des données de l'ordre du Tera, vous êtes sur du big data, par exemple. Ça, c'est sûr. Mais ensuite, je ne pourrais pas dire plus que ça, on va dire. Voilà. Alors, l'IA, ça va être la simulation d'une intelligence humaine au sens large. Dès qu'on veut faire croire à un utilisateur ou à une expérience utilisateur, à une intelligence humaine, on va appeler ça de l'IA. Et là, vous avez différentes sortes d'IA souvent qui sont distinguées. Vous avez l'IA, on va dire, plus traditionnelle, qui est l'IA des systèmes experts. Donc, vous avez un expert qui a codé, dont on a codé les règles de façon explicite.
Donc, ça serait par exemple un expert santé qui dirait si la température est tant, si l'analyse de sang montre ça, s'il y a ça, si dans la radio je vois ça, alors on conclut cette chose-là. Et ce sont des règles qui sont codées en dur. D'accord? Donc là, vous voyez que c'est de l'IA qui n'est pas de la science des données. Ça ne fait pas intervenir de base de données, ça fait intervenir juste, enfin juste, ce n'est pas pour minimiser, mais ça fait intervenir une expertise métier. Vous avez le machine learning. Le machine learning, c'est des algorithmes et des modèles statistiques qui sont opérés par des ordinateurs sans instruction explicite. C'est justement une sorte d'IA, mais en fait, où il n'y a pas, les règles ne sont pas codées de façon explicite par des experts. D'accord? Voilà, donc ça, c'est un peu différentes notions. Vous voyez, j'ai mis des inclusions, une chaîne d'inclusion au bas du slide, où en fait, l'IA, c'est la chose la plus générale, qui contient la science des données, qui contient le machine learning et qui contient le big data. Alors, le big data, n'est pas forcément dans le machine learning. Vous pouvez le déplacer, vous pouvez le mettre dans la science des données. Enfin, c'est peut-être pas forcément une stricte inclusion. On peut faire du big data en sciences des données sans faire du machine learning. C'est un peu exagéré peut-être. Voilà, ça c'est juste pour vous donner différentes définitions, différentes notions. Alors ensuite, encore une fois, c'est ce que je vous disais en introduction, ça peut être utilisé ces mots-là peuvent être utilisés de façon très différente. Et notamment, vous avez, alors il y a une chose que je voudrais quand même indiquer parce que c'est vraiment très couramment utilisé. Moi, je n'aime pas du tout cette appellation, mais je suis obligé d'en parler. Vous avez dans le machine learning un type d'algorithme particulier qu'on appelle les réseaux de neurones, les deep learning. Vous en avez entendu parler certainement. C'est une catégorie d'algorithmes de machine learning. D'accord ? C'est vraiment une catégorie d'algorithmes et de modèles statistiques. C'est rigoureusement du machine learning, mais c'est des parties. Enfin, voilà, c'est comme vous avez les forêts aléatoires, vous avez les supports vector machine, vous avez ce genre de choses. Vous avez aussi essentiellement des techniques de type deep learning. Donc, le deep learning, ça fait partie intégrante du machine learning dans ces acceptations que je viens de vous donner. Pour beaucoup de gens, il y a beaucoup de personnes, et notamment quand on est dans de la presse de vulgarisation, où les gens parlent d'IA pour parler de deep learning. Ils vont opposer le machine learning au deep learning. Ils vont opposer donc le machine learning qui n'est pas du deep learning au deep learning. Et ils vont utiliser le mot machine learning pour justement parler des algorithmes qui ne sont pas du deep learning, et ils vont utiliser le mot IA pour parler du deep learning. Voilà. Je vais pas. Voilà, c'est un état de fait. Hein. Je n'ai même pas besoin de le commenter, mais c'est vraiment quelque chose de courant. Les gens vont utiliser le mot IA pour dire deep learning. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est cette particularité qu'il y a du deep learning dans le machine learning? Ça a fait des progrès inouïs récemment. C'est grâce au deep learning qu'on a ces applications qui sont quand même assez impressionnantes de traduction automatique, de reconnaissance vocale, de reconnaissance d'images. Voilà, ça a fait un gros boom dans les applications. C'est très consommateur de ressources computationnelles ça pose beaucoup de problèmes d'un point de vue de questions, d'un point de vue éthique, juridique, voilà, dans les problèmes d'explicabilité, interprétabilité des algorithmes. Donc, c'est sur la sellette parce que c'est des algorithmes particulièrement efficaces et qui posent quand même un certain nombre de problèmes. Et il y a beaucoup notamment de dispositifs médicaux maintenant, notamment aux États-Unis, qui sont certifiés et qui contiennent du deep learning. Alors, pourquoi ces notions sont-elles devenues si populaires? Essentiellement pour deux raisons. D'abord, parce que les données sont partout. Ça, je ne vais pas vous le pitcher. Hein, je pense que vous êtes au courant. On est envahi de données. Et aussi, et là, je voudrais rentrer un petit peu plus dans les détails, parce qu'il y a un développement récent en informatique ou en statistique, venant de la recherche académique et ou industrielle, et permettant de traiter des masses de données qui sont importantes. Notamment, il y a une chose qu'on sait faire aujourd'hui. Alors, j'en parlerai tout à l'heure, excusez-moi. Je vais d'abord vous parler d'effectivement en informatique, qu'est-ce qui a changé. Donc, évidemment, la puissance de calcul énorme, plus les outils de développement adaptés. Donc, ça, vous êtes au courant que les puissances de calcul augmentent quand même assez exponentiellement. De nouvelles puces de calcul, l'utilisation notamment de ces fameux GPU, qui sont ces Graphical Processor Units. Vous en avez sur tous vos ordinateurs sur lesquels vous êtes actuellement, là, sur Zoom. Ils sont ces GPU. Il y en a dans tous les ordinateurs. C'est eux qui sont responsables de la manipulation de vos fenêtres sur votre desktop.
les effets de zoom, les effets de choses comme ça, c'est ces GPU. Ces GPU sont capables de faire des opérations très simples, linéaires, des multiplications et des additions, sur des très grandes quantités de données en même temps. D'accord? En gros, c'est sur tous les pixels de votre fenêtre, en gros, c'est ça que ça veut dire. Et ça, c'est la base, on va dire, de tous les algorithmes de deep learning. Les algorithmes de deep learning sont très efficaces à faire tourner et à entraîner quand on utilise des GPU. Si vous n'avez pas de GPU, c'est juste pas possible. Enfin, vous oubliez, vous n'allez pas commencer à travailler sur des algorithmes de deep learning. Donc, c'est pour ça qu'ils sont devenus extrêmement populaires. Et quand on parle des grands clouds, notamment des GAFAM, souvent on fait référence à ces gros clusters de GPU qui posent plein de problèmes aussi, par contre, d'un point de vue consommation énergétique et impact climatique. Et d'ailleurs, beaucoup de GAFAM se targuent de chauffer leur bureau au GPU, donc de recycler la chaleur des GPU. Il y a des nouvelles, ou plutôt des anciennes architectures qui reviennent au goût du jour, parce qu'on cherche à remplacer ces GPU, notamment les FPGA, mais ce n'est pas encore très clair que ça va vraiment remplacer les GPU. Peut-être pour la production, mais pas pour l'entraînement. Ensuite, des nouvelles architectures de machines. Donc, vous avez, on va dire, l'architecture relativement classique qui est plutôt verticale, où en fait, vous avez vos données qui sont centralisées. Là, je parle d'une architecture informatique. Donc, les données qui sont centralisées dans une même mémoire. Et vous allez avoir plusieurs processeurs qui vont accéder à ces données-là de façon parallèle. C'est les Massively Parallel Processors, c'est tout à fait standard et ça permet d'avoir des très grosses puissances computationnelles. Le seul problème que vous avez avec ça, c'est que si vous avez des données massives, vous devez mettre toutes les données massives sur des grosses mémoires vives et ça coûte une fortune. Avoir des très grosses mémoires vives, ça coûte une fortune. Donc, avec le big data, est apparu des notions de calcul distribué, où en fait, vous remplacez cette énorme mémoire, plein de petites mémoires, donc vous avez plein d'ordinateurs, qui ne sont pas des ordinateurs très évolués, qui sont sur un réseau et qui sont reliés entre eux. Chacun des ordinateurs va contenir une partie des données, et en fait, il va y avoir une redondance, et une grosse redondance. Il y a au moins un facteur 3 de redondance, c'est-à-dire que vous avez au moins 3 machines. Pour chaque donnée, elle est au moins présente sur 3 machines. C'est pour éviter des problèmes que quand il y a des coupures de réseau, vous n'avez plus accès aux données ou ce genre de choses. Et vous allez avoir des machines maîtres qui vont envoyer des ordres aux machines esclaves en disant, par exemple, calculer la moyenne sur vos données. Et chaque machine esclave va calculer la moyenne sur ses données et va renvoyer ça à la machine maître qui va ensuite processer et rendre un résultat global. Et donc là, on parle de calcul distribué, on parle d'architectures qui sont horizontales. Et donc, si vous avez entendu parler de ces termes, de Hadoop, HDFS, voilà, c'est à ça qu'on fait référence. Ce sont des architectures qui sont en tout cas extrêmement utilisées pour ce qu'on appelle le data engineering, pour la préparation des données, parce que vous avez souvent des très grosses données brutes. Il faut les préparer avant de les faire rentrer dans les algorithmes. Et la préparation, souvent, se fait sur du calcul distribué. Ensuite, le machine learning lui-même, ça ne se fait pas forcément sur du calcul distribué, sauf si vraiment vous êtes dans du très, très gros big data. Et ces données, elles doivent être structurées ou pas, mais elles sont organisées d'une façon ou d'une autre, en tout cas, soit elles sont totalement brutes, ou alors sinon elles ont une certaine structure. Il y a des nouvelles façons de structurer, d'accéder à ces données. Donc, vous connaissiez certainement les bases SQL, qui sont les bases relationnelles standards. Vous avez, je ne sais pas moi, une table client, une table prestation, une table facture, et vous avez des points, les unes pointent sur les autres, et à chaque fois, vous avez une nouvelle table qui arrive, et chacune des bases est extrêmement structurée, c'est-à-dire que vous avez des champs avec, je ne sais pas moi, sur le champ nom, vous avez forcément un texte limité à, je ne sais pas, 15 caractères ou 20 caractères ou n'importe quoi. Voilà. C'est des bases qui sont très structurées. Aujourd'hui, on a des bases NoSQL. Alors, NoSQL, ça ne veut pas dire pas SQL, ça veut dire Not Only SQL. Et donc, ça, c'est des bases qui sont beaucoup moins structurées, où en fait, vous pouvez mélanger, vous pouvez avoir des champs qui mélangent un peu toutes sortes de choses. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un individu, par exemple, qui apparaît avec des champs différents. Vous pouvez avoir un champ nom sur lequel vous mettez effectivement un texte et vous n'êtes pas limité sur la quantité de texte. Mais pour un autre individu, à la place du nom, vous pouvez mettre une photo. Enfin, voilà. C'est très, très peu structuré. Et ça, c'est très pratique parce qu'en général, les données brutes, il y a plein de problèmes. Il y a plein d'erreurs dans la façon dont les champs ont été remplis, etc. Vous avez des données extrêmement hétérogènes et vous pouvez faire rentrer tout ça dans une base qui est très peu structurée, ce qu'on ne pouvait pas trop faire avant. Et vous pouvez travailler cette base-là de façon distribuée. Voilà. Des systèmes de stockage de fichiers, des systèmes d'accès rapide, tout ça, c'est évolutif. C'est-à-dire qu'il c'est de la recherche. La plupart, c'est de l'open source.
Et ensuite, il y a une grosse recherche qui est faite et qui avance. Donc ça, c'est l'autre chose compliquée, c'est que vous ne pouvez pas être toujours sur la dernière version du truc le plus chaud qui existe. C'est juste pas possible. À un moment donné, il faut s'arrêter sur une stratégie technique et l'adopter. On ne peut pas se permettre de changer constamment de structuration. Alors, sur les nouveaux contextes scientifiques en mathématiques, donc c'est essentiellement le machine learning, alors, il faut savoir qu'il y a quand même un lien très fort entre le design d'algorithmes de machine learning, l'infrastructure machine et l'organisation de la donnée. D'où la nécessité de plus en plus pour les chercheurs d'être multidisciplinaires. Quand vous faites un algorithme de machine learning, d'optimisation, pour effectivement que la machine apprenne, vous avez en tête une infrastructure sur laquelle ça va être fait. Si vous le faites sur du calcul distribué, ça va avoir des conséquences sur la façon dont vous devez designer votre algorithme d'optimisation. C'est par rapport à si vous le faites sur un calcul, sur mon architecture verticale. Si vous le faites sur des très grosses données, vous allez faire attention à des choses. Si vous le faites sur des petites données, vous n'allez pas faire attention à des choses. Donc, il y a vraiment, plus que jamais aujourd'hui, un besoin pour les chercheurs de savoir un peu quand même des choses dans des compétences qu'ils n'avaient pas forcément. Et d'ailleurs, c'est assez amusant quand vous avez des machine learners aujourd'hui. Et ben, en fait, vous avez toute une catégorie de gens qui sont en fait des informaticiens qui sont des machine learners et qui connaissent un peu de maths. Et vous avez des mathématiciens qui sont des machine learners qui connaissent un peu d'informatique. C'est rare d'avoir des gens qui sont à très bon niveau des deux côtés. C'est rarissime, c'est difficile. C'est parce que il faut avancer dans les deux domaines. Alors, quand on parle de machine learning, on parle en général de deux types d'apprentissage, de deux types d'algorithmes. Il y en a plus, j'en mentionnerai encore un troisième, mais très grossièrement. On va parler soit d'apprentissage supervisé, soit d'apprentissage non supervisé. L'apprentissage supervisé, donc machine learning, apprentissage statistique, c'est la même chose. Apprentissage supervisé, c'est en fait pour que l'ordinateur apprenne, je vais lui donner des exemples. C'est pour ça que c'est supervisé. C'est supervisé par l'humain. Je vais donner une radiographie en disant, sur cette radiographie, il y a telle pathologie. Je lui donne une autre radiographie en disant, il y a la même pathologie. Ensuite, je lui donne une radiographie en disant, là, il n'y a pas de pathologie. Là, il y a une pathologie, là, il n'y a pas de pathologie. Et je lui donne plein d'exemples. Et ce qu'on veut à la fin, c'est que l'ordinateur de lui-même donne une radiographie et il dit, il y a telle pathologie ou il n'y a pas de pathologie. Donc, on a supervisé l'algorithme dans le sens où on lui a donné des exemples. Ça, on sait faire quand même pas mal de choses. Déjà, il y a encore de la recherche qui se fait bien sûr là-dedans, mais on peut faire quand même beaucoup de choses déjà aujourd'hui. Vous avez ensuite l'apprentissage non supervisé, qui est beaucoup plus compliqué et la recherche est beaucoup moins avancée. Là, c'est quoi? C'est arriver à extraire de l'information dans des jeux de données, mais sans donner d'exemple. C'est non supervisé. Ça veut dire, alors imaginez, j'ai une base de données avec des individus et j'ai que 2 ou 3 colonnes par individu. J'ai l'âge, le poids et la taille. Il est très clair, tout le monde, c'est la culture générale de savoir qu'en début de vie, le poids et la taille sont très corrélés. Et par contre, ensuite, beaucoup moins. Bon. Ça, c'est facile à trouver. Quand vous avez ces 3 colonnes, vous faites des petites corrélations et vous le trouvez tout de suite. Maintenant, imaginez que pour chaque individu, j'ai 10 millions de caractéristiques. Je n'ai pas 3 colonnes, j'en ai 10 millions. Parce que j'ai tout son génome, même plus que 10 millions, si j'ai tout son génome, j'ai de l'imagerie, j'ai tout son parcours de soins, etc. Et au milieu de tout ça, j'ai 3 colonnes qui sont l'âge, la taille et le poids. Mais je ne sais pas que c'est l'âge, la taille et le poids, parce que je suis débordé de colonnes. Enfin, je n'ai pas de connaissances a priori, on va dire. Là, j'ai pris des exemples simples. Là, on a plein de connaissances a priori. Mais imaginez que c'est des colonnes où vous n'avez pas une connaissance a priori. En fait, j'aimerais bien que l'algorithme tout seul me dise « Ah, j'ai trouvé 3 colonnes. » Ou quand je conditionne par rapport à la première, l'âge, je dis que c'est petit, je trouve une corrélation des 2 autres colonnes. Voilà. Et ça, il doit le faire automatiquement. Et je ne lui ai pas donné d'exemple. Ça, c'est un exemple. Il y en a d'autres, mais ça vous donne un exemple de ce qu'on appelle l'apprentissage non supervisé. C'est évidemment beaucoup, beaucoup plus difficile et il y en a de beaucoup, beaucoup de sortes. C'est en plein boom, même si on ne sait pas encore faire énormément de choses. C'est vraiment des choses qui sont très, très difficiles. Alors, je voudrais conclure toute cette partie-là avec des exemples de la vie de tous les jours, où vous avez
et puis évidemment aussi des exemples en santé peut-être, où vous avez de l'apprentissage supervisé et des exemples où vous avez de l'apprentissage non supervisé. Alors, les exemples de la vie de tous les jours, ce n'est pas de la santé. Hein. L'exemple de la vie de tous les jours, c'est déjà ça. C'est de la recommandation. Vous avez acheté tel livre, tel livre, tel livre, vous devriez acheter tel livre. Vous avez vu tel film, tel film, tel film. Vous avez aimé tel film, vous devriez voir tel film. Vous avez lu telle nouvelle, en sens nouvelle journalistique, de Google News, et telle nouvelle, on va vous pousser telle nouvelle parce que c'est un sujet qui doit vous intéresser. Donc ça, c'est du supervisé parce que l'algorithme va apprendre d'autres individus. Par exemple, ils vont dire, bah, tous les gens, la plupart des gens qui ont vu tel film, qui ont aimé tel film et tel film, ont aimé tel film. Or, vous avez vu les 2 premiers films et vous avez aimé, on va vous pousser le 3e. Donc, c'est vraiment, on est totalement dans du supervisé là-dessus. D'accord? Un autre exemple standard de supervisé, évidemment, c'est la publicité. Je ne vais pas vous faire toute la pipeline de la publicité, mais en fait, il y a toute une chaîne très complexe avec plein d'acteurs qui interviennent. Et il y a plusieurs endroits où il y a de l'apprentissage supervisé. Il y a un premier endroit où, quand on doit vous pousser une publicité, on va essayer de comprendre votre profil le mieux possible, donc c'est vos centres d'intérêt. Et pour ça, on a juste des exemples de peut-être une trace de ce que vous avez vu comme page web. Et à partir de là, on va apprendre à partir d'autres traces, d'autres individus sur lesquels on sait plus de choses. Par exemple, on sait que quelqu'un qui est allé sur tel site, tel site, tel site, tel site, eh ben, il y en a beaucoup, parce qu'on a des bases de données, qui aiment pêcher et qui aiment les cannes à pêche. D'accord? Ou alors, on sait que la plupart des gens qui vont sur tel site, tel site, tel site, tel site, ce sont des hommes en général entre 30 et 40 ans, la plupart du temps. Ben, si vous allez sur tel site, tel site, tel site, on va dire qu'il y a des grandes chances que c'est un homme de 30 à 40 ans. Donc, vous avez un profiling qui est fait. Et ensuite, en fin de chaîne, quand il va falloir choisir quelle annonce vous poussez, bah, les annonceurs ils vont essayer d'estimer votre probabilité de clic si, par exemple, ils vous présentent un article de canne à pêche, étant donné votre profil, étant donné tout ce qu'ils savent sur vous, ou s'ils vous présentent un parfum, ou s'ils vous présentent quelque chose comme ça. Et ils vont faire ces estimations parce qu'ils ont eu des exemples de gens comme vous à qui on a présenté des cannes à pêche. Il y en a qui ont cliqué, il y en a qui n'ont pas cliqué. Voilà. Et donc, ils vont apprendre de ces exemples-là et ils vont vous pousser les annonces. Voilà. Et là, alors ça, c'est plein. Là, il y a de la santé publique là, derrière ça aussi. Là, il y a plein de machine learning aussi. On ne le sait pas. Mais en fait, vous savez que derrière ce petit jeu, vous avez une équipe de 100 machine learners et de 6 addictologues qui n'ont qu'un but, c'est de vous rendre addict. Et en fait, la forme et la couleur et le temps auquel vous êtes envoyé une forme et une couleur, c'est un algorithme de machine learning qui vous profile et qui cherche à vous capturer le mieux possible. Donc, dès que vous quittez un peu votre téléphone, ce genre de choses, on essaie de vous recapter. Tous les jeux, quasiment, vous avez tous les jeux de Gameloft, tous les jeux sur les téléphones portables. Derrière, vous avez des armées de data scientists qui sont là pour vous donner le maximum de choses pour vous rendre captif. C'est pas grave, mais il faut le savoir, c'est intéressant. Enfin, je pense que même dire ça aux enfants, c'est pas ça qui va les faire arrêter de jouer. C'est pas pour ça qu'il faut arrêter de jouer. Mais comme quand on voit une publicité, on a les codes de la publicité, on sait ce qu'on sait que c'est un peu faux, on sait qu'ils veulent vendre. C'est intéressant quand même d'avoir les codes des jeux sur portable. Et là, par contre, il y a des enjeux de santé publique qui sont absolument gigantesques. Pour la petite histoire, j'avais assisté à une conférence de Gameloft qui se targuait, qui disait que c'était très important pour eux de profiler parce que les plus grands comptes individuels, bah, ils dépensaient beaucoup, beaucoup d'argent, donc il fallait les suivre. Et vous savez combien dépense un plus grand compte individuel sur des jeux de Gameloft, sur des jeux de portable? Des petits jeux où on n'est pas obligé de payer, hein. Des jeux où on paye pour gagner, comme on dit, pay to win. Les plus grands comptes, c'est 250 000 $ par an. Et alors, c'est hallucinant parce que Gameloft, ils annoncent ça, il n'y en a pas un qui se pose la question, peut-être que la personne, elle ne va pas très bien derrière. La personne qui est associée à ce compte individuel, peut-être qu'il ne va pas très bien. Bon, ça, c'est parce que ce n'est pas considéré comme un jeu d'argent, donc ce n'est pas régulé en France. Les jeux de poker, jeux sportifs en ligne, c'est régulé, mais ça, ce n'est pas régulé. Alors, évidemment, vous avez tout ce qui est dispositifs médicaux, et notamment le premier dispositif médical qui avait été certifié par la FDA sur la rétinopathie pour justement diagnostiquer une rétinopathie diabétique.
Et vous en avez d'autres, évidemment, sur la radiographie. Voilà, aux États-Unis, il y a vraiment beaucoup d'IA qui sont certifiés. En France, on est un petit peu plus en retard. Je crois que ça se compte sur les doigts d'une main en France. Et même, je pense que ça se compte sur un seul doigt, pratiquement, ou pas très loin. Le non supervisé, un exemple très simple, les moteurs de recherche. Vous devez classer, vous tapez une référence, vous tapez une question, vous devez classer les sorties. Pour classer, le fameux algorithme de ranking qui a beaucoup fait connaître Google, il va classer par évidemment une page qui a été beaucoup cliquée, elle va remonter dans le classement. Une page à laquelle beaucoup d'autres pages font référence, elle va remonter dans le classement. Mais il y a aussi évidemment une comparaison entre la question que vous posez et le thème de la page. Donc en fait, il y a une extraction de thème qui est faite constamment sur les pages et ça, c'est non supervisé. Un thème, c'est quoi? C'est un ensemble de mots. C'est par exemple Seconde Guerre mondiale, Italie, fascisme. Ça peut être un thème. Et en fait, ce que fait l'algorithme non supervisé, c'est qu'il va aller sur toutes les pages web et il va extraire des thèmes, donc des mots. Et ça, on ne lui donne aucun exemple. C'est un peu comme si j'avais un corpus de livres, j'ai 1000 livres, et je dis à l'algorithme, OK, il faut que tu définisses 50 thèmes, pas plus, et que pour chaque livre, tu me dises, et tu les choisis de façon optimale, pour que chaque livre, tu puisses le décrire entièrement par un ensemble de thèmes. Donc, tu vas dire, ce livre-là, c'est 50% ce thème, 20% ce thème, 30% ce thème, celui-là, c'est ça. Et je donne absolument aucun exemple. D'accord? Donc ça, c'est des choses qu'on sait faire, qui marchent assez bien. On peut imaginer des applications à la santé. On en est loin aujourd'hui, c'est de la science-fiction. Mais imaginez que le livre, c'est un individu, que le texte, c'est son parcours santé, avec tous ses événements santé. Vous prenez tous les gens, par exemple, diabétiques de type 2, et vous étudiez tous ces textes, et vous lui dites, sors-moi des thèmes. Ça, c'est énorme si on est capable de faire ça. Parce que ça veut dire que vous allez trouver des éléments structurants dans les parcours de soins des diabétiques de type 2. Et vous allez donc trouver des éléments structurants de différents parcours de soins. Vous allez peut-être voir des effets secondaires, même des médicaments associés. Vous allez pouvoir voir plein de choses. On ne sait pas faire ça aujourd'hui. On ne sait pas faire ça parce qu'en fait, vous avez une structure temporelle qui est extrêmement forte, qui n'est pas le cas dans un texte. C'est juste linéaire dans un texte. Là, c'est beaucoup plus complexe. Il y a de la recherche là-dessus. Beaucoup de gens travaillent sur cette structure, ces structures de parcours de soins pour de l'optimisation santé ou économique de façon non supervisée. Mais aujourd'hui, il n'y a pas encore, voilà, je ne peux pas vous dire, ça y est, on sait faire des choses absolument incroyables là-dessus. Une autre application du non supervisé, c'est ça. Ça, c'était les élections 2017, c'est les comptes Twitter. Chaque point est un compte Twitter. Et on a dit à l'algorithme, donc un compte Twitter, c'est caractérisé par énormément de choses, par tous les tweets qui ont été envoyés, tous les abonnements, etc. Et là, on dit à l'algorithme, tu vas placer ces X millions de comptes Twitter sur un graphique, et je veux que les deux points de deux comptes Twitter soient proches s'ils échangent beaucoup, s'ils ont de forts liens. Okay, et on lui dit, vas-y, débrouille-toi. Débrouille-toi, et ensuite indique-moi où se trouve le compte de Macron, le compte d'Asselineau, le compte de Fillon et le compte de machin. Et vous voyez ce qui a été tracé ici. D'accord? C'est assez amusant parce que vous voyez effectivement des clusters assez naturels. Alors, le fait que la droite et l'extrême droite soient à droite et la gauche et l'extrême gauche soient à gauche, ça, c'est évidemment l'humain qui est intervenu pour faire ça. Ce n'est pas l'ordinateur qui fait ça automatiquement. Mais par contre, la représentation est faite automatiquement et c'est du non supervisé. On ne lui a pas donné d'exemple. Et c'est assez amusant. Vous retrouvez. Alors là, c'est amusant parce qu'on retrouve des choses qu'on connaît. Voilà, vous avez, c'est amusant aussi, vous avez Cheminade qui est complètement perdu au milieu, c'est un petit îlot, Asselineau, enfin, on voit une structuration, mais qu'on connaît quand même un petit peu. Évidemment, ce qui est intéressant, c'est de faire ça sur des données où on n'a pas d'a priori, et ça permet, c'est ce qu'on appelle la visualisation de données de grande dimension. Grande dimension, ça ne veut pas dire big data, attention. Quand on parle de grande dimension, ça veut dire pour chaque individu, vous avez plein de colonnes. Et en général, quand on est sur des grandes dimensions, c'est qu'en fait, sur la statistique classique, vous avez plein d'individus et peu de colonnes. Sur les statistiques un peu modernes de type big data, vous avez souvent vous avez un certain nombre d'individus, mais beaucoup plus de colonnes que de nombre d'individus. D'accord? Donc là, on est sur de la grande dimension. Et quand vous êtes dans de la grande dimension, de la simple visualisation de vos données, ça peut vous apprendre énormément de choses. Et c'est des problèmes extrêmement compliqués qui sont non supervisés. Il y a d'autres apprentissages, et je terminerai par ça. Il y a l'apprentissage par renforcement, où là, il n'y a pas d'exemple. Là, parce qu'on ne sait pas quand est-ce que quand l'algorithme fait bien ou pas bien, la seule chose qu'on sait, c'est à la toute fin. On peut lui dire, ah, le résultat, il est bon ou pas bon, mais je ne sais pas si ton chemin a été bon ou non, je suis incapable de le dire. Et ça, vous connaissez tous l'exemple, c'est l'exemple du Go.
où en fait, l'algorithme va apprendre tout seul parce que simplement, à la fin de la partie, on va lui taper sur les doigts quand il a perdu et on va lui donner un bonbon quand il a gagné. Et c'est tout ce qu'on fait, en fait. On ne va pas lui dire, là, tu as bien joué, parce qu'on ne sait pas s'il a bien joué. Donc ça, c'est encore un autre type. Évidemment, c'est extrêmement important pour la santé, ça, mais avec des gros problèmes de certification, puisqu'en fait, le renforcement, ça permet d'apprendre au fur et à mesure et de s'adapter. C'est-à-dire que si tout d'un coup, vous avez appris sur une base de données, mais qu'il y a une pandémie et que du coup, les individus que vous voyez arriver, bah, ils ont un peu d'autres caractéristiques parce que vous êtes dans un contexte différent, l'algorithme qui ne continue pas à apprendre, il risque de faire des choses extrêmement fausses parce que le contexte aura changé. Tandis que l'algorithme par renforcement, il va s'adapter au fur et à mesure et on va lui dire attention, là, tu as peut-être fait une erreur et il va apprendre au fur et à mesure. Le gros problème de ces algorithmes-là, c'est que rigoureusement, si on veut les certifier, il faudrait refaire de la certification constamment parce que sinon, on prend des gros risques à les mettre sur le marché. Donc ça, c'est des problèmes. Voilà pour ma première partie d'exposé. N'hésitez pas à mettre des messages sur le chat, je réponds en temps réel. Et je passe à l'autre partie qui est quand même assez déconnectée, enfin avec des liens, où je vais vous faire… attendez. Voilà, c'est bon, vous voyez les autres slides? Oui, c'est bon. Ok, super. Oui. Alors, je vais vous parler de données quand même là aussi. Je vais vous parler de données, je vais vous parler d'IA, mais des problématiques autour du hub. Alors, je voudrais parler d'un constat. J'aime bien parler de ce constat au départ quand je parle du hub. On a des super bases de données en France, vraiment de très, très belles bases, extrêmement riches. On a les bases de la PHP, on a les bases de corps de l'INSERM, on a les données de la carte vitale du SNDS et beaucoup d'autres bases de données. Il y a plein de recherches qui se font dessus. Maintenant, force est de constater, et je ne suis pas du tout le seul à le dire, elles sont largement sous-exploitées, ces bases. Elles sont largement sous-exploitées parce que les données sont éparpillées partout. C'est très compliqué de savoir quoi et où. Il y a une gouvernance d'accès qui est extrêmement complexe, hétérogène, qui peut être très longue, quelquefois même discrétionnaire, malheureusement. Moi, quand j'ai commencé à travailler sur la santé, j'ai remporté un appel à projet PREPS de l'État avec la PHP. Les données existaient quelque part, elles étaient prêtes. J'ai mis 3 ans à avoir accès aux données. 3 ans. Oui, je pense que dans la salle, il y en a qui ont attendu plus longtemps que ça. Et il y a un manque d'interopérabilité. Interopérabilité, ça veut dire les données sont codées un peu de la même façon, les pipelines techniques savent discuter entre elles, c'est des sujets majeurs. Voilà. Ces 3 sujets-là, alors ce n'est pas une spécificité française, ces 3 sujets-là. Hein. Dans tous les pays ont les mêmes problèmes et à l'échelle internationale, c'est bien pire. Mais c'est vraiment des choses qui sont vraiment, vraiment importantes. Et avec la pandémie, c'est devenu crucial. Enfin, c'est très clair qu'il faut résoudre ça. Le hub, quelque part, il s'attaque à ces 3 problèmes-là. Je ne dis pas qu'on va les résoudre, mais en tout cas, on s'attaque à ces problèmes. Donc, c'est un groupement d'intérêt public qui est, dont l'AG compte 56 parties prenantes réparties en 9 collèges. Ça a été créé en 2019 avec 4 missions. Enfin, la mission principale, c'est faciliter l'accès aux données avec un guichet unique, un catalogue de données, j'y reviendrai, une plateforme sécurisée à l'état de l'art, et on a aussi une mission d'animation de l'écosystème. Alors, le guichet, déjà, d'accès. Vous voulez accéder à des données de santé pour faire de la recherche d'intérêt public. Vous déposez un protocole au hub, on joue le rôle de guichet. Nous, on le passe à un organisme indépendant, un comité indépendant qui est le CESRES, qui fait une validation scientifique et éthique de votre projet. Si c'est un processus de reviewing standard, si c'est accepté, c'est envoyé à la CNIL. Et si la CNIL accepte, vous pouvez opérer votre projet. Et là, il y aura plusieurs cas de figure. Vous allez opérer votre projet, ça peut être sur le portail de la CNAM si vous avez demandé d'accéder aux données du SNDS, sur le portail de la CNAM. Ça peut être dans un CHU, dans une institution de santé, ou ça peut être, j'y reviendrai, sur la plateforme du hub, en fait, qui est aussi possible. Mais en fait, on joue le rôle de guichet d'accès pour absolument tous ces cas d'usage. Alors, au centre de la création du hub, et quand là, je vous ai dit, il y a 300 projets qui ont été déposés au hub l'année dernière. D'accord ? La moitié de ces projets-là font une demande d'accès à cette base qui est le SNDS, qui est la base de la carte vitale associée au parcours hospitalier, associée aux causes médicales de décès. Donc, c'est des données qui ne sont pas cliniques, enfin quasiment pas, sauf pour rentrer à l'hôpital, il y a un petit codage de pathologie. Mais par contre, comme en France, on a la chance qu'à peu près tout le monde est remboursé partiellement d'à peu près tous les soins, ça veut dire que vous avez une trace, et ça c'est inouï, c'est une richesse inouïe. On a une trace des parcours de soins, et avec laquelle, ça c'est une base qui est utilisée pour faire des choses absolument merveilleuses. Je ne sais pas si vous avez vu passer l'étude d'Epiphare dernièrement,
C'est unique au monde. Ils ont fait une étude sur le vaccin, que l'influence sur les Covid graves du vaccin Covid pour les plus de 50 ans. Ils ont fait une étude sur 22 millions de personnes. C'est la plus grosse étude du monde. Enfin, c'est vraiment des assets qui sont très, très forts. Si on avait réussi à faire des pipelines de remontée plus rapides que ce qu'on a aujourd'hui, c'est le genre de base qui aurait balayé l'hydroxychloroquine tout de suite, dès le début. Bon, l'étude est arrivée plus tard parce que ça prend du temps à monter, parce que c'est compliqué de remonter ces données-là. Donc, c'est des données extrêmement, extrêmement importantes. Alors, pourquoi venir au hub pour faire un projet? Ce n'est pas une nécessité. Je veux dire, si vous devez… nous, le hub, on n'a pas du tout vocation à centraliser comme on peut le lire un peu dans la presse. C'est une erreur totalement fausse. On est des grands, grands lobbyistes d'entrepôts de données de santé dans les CHU. Auprès du gouvernement, on pousse pour ça. Nous, on a envie, au contraire, qu'il y ait plein de relais plateformes. Si vous voulez accéder aux données du CHU de Lyon pour faire des calculs standards sur ces données, il n'y a aucune raison de venir dans le hub et jamais on vous cherchera à vous faire venir dans le hub. Quelles sont les raisons qui peuvent pousser à venir dans le hub? Il y a essentiellement deux typologies de raisons où nous, on a l'impression qu'il y a besoin d'une structure nationale pour ces deux typologies. Et d'ailleurs, les producteurs de données qui mettent les données dans le hub viennent aussi pour ces deux typologies de raisons. La première, c'est vous voulez chaîner une base de données avec notamment la base du SNDS. Ça, c'est technique, c'est des problèmes légaux, compliqués. On ne va pas reproduire tout ce savoir-faire technique dans tous les entrepôts de données de santé. Donc ça, c'est un savoir-faire, et en plus, c'est une base qui est nationale. Donc ça, nous, on va être co-responsable de traitement de cette base-là. Donc c'est assez naturel, ça, c'est vraiment un cas d'usage. Il y a plein de gens qui viennent dans ce cadre-là. Je peux vous parler d'un projet qui est porté par une start-up qui récolte des données de pacemaker, de plus de 27 000 pacemakers, temps réel. Ils veulent faire du deep learning pour estimer les risques de complications cardiaques. Mais ils n'ont pas le label complications cardiaques. Il faut savoir que la personne est rentrée à l'hôpital pour une complication cardiaque. Ça se trouve dans le SNDS. Donc, ils sont venus chez nous, ils sont en train d'opérer aujourd'hui. Et on a chaîné avec le SNDS leur base et ils sont en train de faire l'algorithme qu'ils vont entraîner. Deuxième cas d'usage, vous avez une grosse base de données potentiellement multicentrique qui est grosse, qui a besoin de gros outils de calcul, de grosses puissances de calcul. Vous avez besoin de clusters de GPU. C'est le cas, par exemple, de ce projet qu'on suit avec 10 000 IRM prostatiques sur 5 centres. Vous n'allez pas multiplier des clusters de GPU dans tous les entrepôts de données de santé de taille énorme. Et d'ailleurs, la PHP ne s'y trompe pas. Régulièrement, ils nous envoient des projets avec des grosses demandes de GPU qui veulent faire tourner sur notre plateforme plutôt que sur la leur parce qu'il n'y a pas assez de puissance. Voilà. Donc on va dire ces deux cas d'usage, vraiment, si je devais schématiser, paradigmatique, qui font que à la fois les porteurs de projets ou les producteurs de base ont un intérêt à venir dans le hub. Si vous sortez de ça, nous, on n'a pas vocation à opérer les projets. A priori, ça peut se faire en local. Il n'y a pas de raison de centraliser les données. On suit aujourd'hui beaucoup de projets. Vous voyez qu'il y en a 12 qui sont déjà autorisés par la CNIL. On en suit exactement, pardon, excusez-moi, je m'embrouille dans mes slides. On en suit 55 aujourd'hui. On en a 40 plus 15 Covid. Beaucoup de partenariats, des appels à projets, etc. Donc, c'est des projets qui sont suivis, qui sont portés par des startups, des industries, des académiques, un petit peu de tout. Voilà, là, on en a 5 qui tournent aujourd'hui, et puis voilà la liste de ceux qui arrivent. Donc, il y a vraiment des choses, il y a sur les sarcomes, il y a avec des données de vie réelle, il y a un projet sur de l'épidémiologie sociale, il y a des projets sur de l'imagerie rétinienne, il y a des projets sur du cancer du sein. Enfin, il y a vraiment des choses extrêmement variées avec des bases de données qui sont extrêmement variées. Il y a un projet, un partenariat, vous avez certainement entendu parler, forcément je le mentionne, étant donné que c'est quand même un événement sur l'oncologie, avec Unicancer. Vous avez certainement vu le lancement de l'AMI qui prend fin le 31 janvier. Si vous ne l'avez pas vu, il vous reste 4 jours pour y répondre. C'est un petit peu difficile. Mais voilà, où en fait, on va remonter en collaboration avec Unicancer, des bases de plusieurs CLCC dans le hub pour opérer des projets qui ont été sélectionnés par un jury, évidemment, dont on fait partie Unicancer. Tout ça, ça atterrit sur la plateforme sécurisée. On pourra en reparler parce que je sais que ça fait couler toujours beaucoup d'encre. Vous pourrez me poser toutes les questions que vous voulez, ça n'y aura pas de problème. Juste comment ça fonctionne, vous accédez aux données à distance, vous avez accès exclusivement aux données dont vous avez besoin, RGPD oblige. Les données sont toutes pseudonymisées, vous n'avez ni numéro d'identité, ni numéro de sécu, ni le nom exact, ni la date exacte de naissance. D'accord ? Par contre, ce sont des données individuelles. Vous avez accès à tout un framework. Ce n'est pas le framework Azure, hein.
Vous ne trouverez pas le framework Azure parce que d'un point de vue sécurité, ça ne marche pas du tout. C'est le framework maison. Mais avec tous les open source classiques de machine learning, de statistiques, etc., et même plus aujourd'hui, l'offre monte et vous y accédez à distance. Ça, c'est des bases. Alors, vous avez entendu la dernière peut-être controverse qui a eu lieu. Qu'est-ce qui se passe? En fait, dans la pipeline, une fois qu'il y a l'accord CNIL, nous, on remonte les données, on les met sur notre plateforme et on demande à la CNAM d'extraire les données du SNDS. Ça, c'est long. C'est long, notamment la CNAM est totalement embourbée dans les extractions. Et donc, depuis le début, ce qui est prévu de mettre en place, c'est un système de catalogue où en fait, le hub a le droit d'héberger un ensemble de bases considérées comme impactantes, importantes, de façon pérenne sur le hub pour que les extractions ensuite soient rapides. C'est ça le catalogue. Dans le catalogue, il y a évidemment le SNDS, mais il y a aussi plein de bases cliniques. Vous voyez ici la première version et ça évoluera. On a besoin d'une autorisation CNIL pour opérer ce catalogue, pour aller avoir en copie. On a mis la charrue avant les bœufs, on a déposé notre autorisation CNIL, alors que l'arrêté catalogue qui liste les bases n'était pas encore paru. C'est arrivé à la fin des 4 mois auxquels la CNIL est censée répondre automatiquement. Or, l'arrêté catalogue n'était pas encore publié et donc on ne pouvait pas avoir la réponse de la CNIL. Donc, on a été obligé de retirer l'autorisation CNIL. L'arrêté catalogue va être publié normalement, dans très peu de temps et on resoumettra l'autorisation CNIL. C'est ça le truc dont vous avez entendu parler dernièrement. Voilà. Animation de l'écosystème, on fait plein de challenges. Il y en a 7 qui vont être organisés cette année. Je vais très vite parce qu'il me reste plus beaucoup de temps et je vais laisser la place aux questions. On a fait une école d'hiver online avec 450 personnes. On fait des conférences avec le MIT. On est extrêmement actifs. On est très actifs à l'international. Je voudrais vous parler d'une seule chose et je termine. Vous avez entendu parler de l'espace européen de données de santé. Il y a 2 outils de préfiguration, une action conjointe qui délivre des recommandations, dont le but est de délivrer des recommandations. Ça a commencé en février dernier. On représente la France pour cette action conjointe. Et un deuxième outil de préfiguration, et là, on est vraiment très, très fiers. Vous avez peut-être vu il y a eu des communiqués de presse, on est en train d'en faire. Il y a un pilote qui va être opéré, donc quelque chose d'opérationnel. L'action conjointe n'est pas opérationnelle, pour préfigurer ce que sera l'espace européen de données de santé. Il y a eu un appel qui a été publié en octobre, un appel à consortium, on a déposé une demande, on a un énorme consortium, on est leader d'un énorme consortium. Tout laisse à penser qu'on sera les seuls candidats étant donné les exigences pour être un consortium. Donc, on est leader de ce consortium qui agrège 8 plateformes à mandat national. Donc, on a la Finlande, le Danemark, la Norvège, l'Allemagne, la Belgique, la Croatie, la Hongrie et la France. On a l'Agence du médicament européenne, on a l'ECDC comme agence aussi européenne, et en plateforme, en infrastructure de recherche européenne, on a Elixir, BBMRI pour les bio, Elixir pour la génétique et eBrains pour la santé mentale. Donc, c'est un consortium vraiment très gros qui nous voit tous comme précurseurs. On a été choisis comme leader de ce consortium. Les résultats sont attendus avant l'été et un début en septembre avec une durée de 2 ans. Le but, c'est de faire des pipelines dans toutes ces infrastructures pour pouvoir interroger les métadata catalogues de tout ce qui est disponible sur le réseau, pouvoir remplir un formulaire unique d'accès qui est dispatché à tous les pays, et ensuite pouvoir opérer et potentiellement pouvoir bouger des données. Et il y aura des cas d'usage, bien sûr, qui montreront tout ça. Voilà. J'ai fini. Je regarde les questions. Oui, merci beaucoup, Emmanuel. Donc, forcément, il y a des questions sur cette présentation très dense, très intéressante. Je vais commencer par Amal Bousser qui demandait, merci pour votre présentation, comment on peut classer le text mining dans le vocabulaire. Alors, là, on rentre dans des trucs un peu techniques. Quand vous faites du text mining, et c'est même la même chose pour l'image, image et texte, ils partagent beaucoup de choses en fait. Vous avez en fait ce qu'on appelle une première étape d'autre chose. Ce n'est pas du supervisé, ce n'est pas du non supervisé, c'est de l'auto-supervisé. En fait, on cherche à apprendre des représentations des mots qui sont dans des dimensions, dans des espaces relativement petits. Si aujourd'hui, je prends tout le dictionnaire, je ne sais pas, il y a des dizaines de milliers de mots,
bah, si j'essaie de coder ça, bah, je vais prendre un vecteur de dimension 10 000 et puis je vais coder un 1 pour un mot et puis des zéros partout ailleurs. Je vais coder mon texte comme ça. Donc, j'ai autant de colonnes que de mots qu'il y a dans le dictionnaire. Je mets un 1 sur le mot qui est apparu. Et c'est comme ça que je code mon texte. C'est évidemment une représentation qui est très mauvaise et qui est en très grande dimension. Et on essaye de réduire la dimension. On voudrait avoir des représentations qui vivent dans des espaces, je ne sais pas moi, en texte, on voit un mot qui est codé sur 200 chiffres. Et on veut que ça soit signifiant. Ça veut dire qu'on veut, et vous pouvez vous amuser sur un outil qui se trouve disponible sur Internet qui s'appelle Word2Vec. Par exemple, vous pouvez faire l'opération, vous pouvez faire des opérations arithmétiques. Vous pouvez faire roi moins homme plus femme, et ça vous donne reine. D'accord? Donc, vous voulez des représentations signifiantes. Et pour faire ça, on fait du supervisé, mais auto-supervisé. C'est-à-dire qu'on va dire, tu pars d'une phrase, tu construis une représentation très compacte de chacun des mots. Et ensuite, à partir de cette représentation-là, à toi de voir c'est à toi de la construire pour que tu puisses reconstruire exactement la même phrase. Donc, en fait, la tâche est totalement idiote. Il s'agit de reproduire l'entrée. Mais par contre, on lui a forcé à réduire sa quantité d'informations au milieu et il est obligé de trouver des représentations de mots, ce qu'on appelle des embeddings de basse dimension. Et ça, c'est de l'auto-superviser. C'est-à-dire que la tâche est totalement idiote, il peut la prendre tout seul, cette tâche-là. Une fois que vous avez fait ça, vous avez vos représentations de mots. À partir de ces représentations de mots, vous les gardez intactes, vous ne les bougez pas. Vous lui dites, maintenant, je veux faire de la traduction et je te donne des exemples. Voilà. Ça se passe en 2 temps. Le deuxième temps, ça s'appelle le fine-tuning. C'est rigoureusement la même chose sur les images. Ça se passe, il y a des tâches comme ça. Voilà. Est-ce que le Health Data Hub permet de croiser les données génomiques? Bah, théoriquement, oui. En fait, le Health Data Hub, ce qu'il est capable d'opérer, alors ce n'est pas lui. Nous, on opère tout le cadre légal. Ce n'est pas nous qui croisons au sens propre du terme, parce qu'on n'a jamais le droit, dans toute notre pipeline, c'est inscrit dans les textes, de manipuler une donnée directement identifiante. Jamais. Par contre, on a le droit de mandater la CNAV essentiellement, et on a l'habitude de le faire, pour faire du croisement sur des données directement identifiantes. Donc, si vos données génomiques sont directement identifiantes, il y a un croisement avec la CNAV, et je pense que c'est la seule possibilité pour les données génomiques. Quand il s'agit de croiser des données, par exemple, des données cliniques, etc., on peut faire quelquefois des croisements probabilistes. C'est-à-dire que s'il y a des événements, si on sait sur telle personne, il y a eu tel événement en soins ou telle personne est allée chercher tel médicament à telle pharmacie et qu'on l'a dans 2 bases, on peut essayer de faire des croisements pour retrouver les personnes et à ce moment-là, vous n'avez pas besoin de faire de l'identifiant. Mais sur les données génomiques, il faut forcément avoir l'identifiant. Donc, si vous avez des données génomiques directement identifiantes, potentiellement, on peut le faire. Aujourd'hui, on n'a pas eu encore ce cas d'usage. Est-ce que le Hub pourrait proposer un accompagnement des structures hospitalières pour la mise en place d'une plateforme de données de santé et Alors, de vous faire profiter de votre oui, expérience? oui, on a extrêmement envie de jouer ce rôle-là. C'est en négociation aujourd'hui. Si vous voulez, nous, mais vraiment, je sais que ça peut surprendre parce que je ne sais pas pourquoi je pense que c'est une mauvaise communication de notre part. On est vu comme ceux qui veulent centraliser toutes les données, mais pas du tout. Enfin, je veux dire, nous, et on a besoin de relais. C'est-à-dire que nous, on veut absolument qu'il y ait des entrepôts de données de santé qui soient financés de façon pérenne dans tous les gros CHU, dans toutes les grosses institutions de santé. Et si effectivement, on commence à avoir on commence à voir que ça va certainement se faire. Ça bouge du côté gouvernemental là, en ce moment, vraiment en ce moment. Et évidemment, nous, le rôle qu'on veut jouer, c'est d'accompagnement. Et pour qu'on puisse ensuite arriver à faire des outils qui soient interopérables et que tout le monde arrive à peu près à discuter les uns avec les autres, parce que c'est fondamental. Il ne faut surtout pas que chacun fasse son truc dans son coin. D'accord. On vous demande si les challenges sont accessibles à tout le monde, les salariés, les étudiants. Tout, totalement ouvert. D'accord. Et quelle en est la sécurité des données de santé? Tous les challenges qu'on fait sur ces données anonymes. Parce que sinon, donc c'est de l'open source essentiellement, parce que sinon c'est trop compliqué. Donc pour l'instant, on n'a fait que des challenges avec des données qui n'ont aucun problème de sécuritaire. Donc ce n'est pas dans des espaces sécurisés que vous tournez vos choses. Vous pouvez les tourner sur des espaces totalement ouverts. On va terminer avec une dernière question. Est-ce que le fait de déclarer un projet de recherche sur le Hub, les données collectées lors de ce projet ne seront plus propriété de l'investigateur, du CHU par exemple, de cette Alors, non, il y a des. Alors ça, c'est aussi l'autre truc Vous avez deux choses. Ouais, voilà. Alors, il y a 2 choses. Vous avez un projet ponctuel. Vous pouvez dire, moi, je veux venir dans le Hub pour faire un projet avec ces données-là.
et j'aimerais bien, par exemple, les chaîner avec le SNDS. Donc, vous faites cette demande-là et nous, alors, si on est 70 web, hein, donc si on en reçoit 10 000, forcément, ça va prendre du temps. Mais on a pour mission de vous accompagner là-dessus et d'opérer, de vous aider à opérer le chaînage et d'ouvrir votre espace sécurisé. Et ça ne vous engage en rien sur les données que vous apportez au web. Deuxième pipeline, qui sont des pipelines décorrélés, mais quelquefois qu'on peut corréler s'il y a envie, hein. Un producteur de données qui dit « moi, ça m'intéresse de venir, de faire mon projet de recherche et en fait, j'ai envie d'ouvrir ensuite la base pour que d'autres projets de recherche puissent se faire. Je n'ai pas envie de la garder forcément que pour moi. » Là, par exemple, le chaînage qu'on va faire dans le web, il est très important et il doit être valorisé au mieux et j'aimerais bien en faire bénéficier d'autres équipes de recherche. À ce moment-là, ce qu'on va mettre en place, c'est une inscription de cette base-là. Alors, on va ouvrir l'espace sécurisé. En général, le producteur commence toujours par faire son projet de recherche. Donc, on va faire le projet de recherche comme dans le premier cas d'usage. D'accord ? On va monter tout ça. Et en parallèle, on va monter le système qui va permettre d'inscrire cette base chaînée, par exemple, ou pas si elle n'est pas chaînée, dans le catalogue du hub. Ça va être un processus qui est plus long parce que ça doit être validé par un comité stratégique, parce qu'on n'a pas vocation à mettre tout dans le catalogue. Donc, il y a un comité stratégique qui est là pour dire ça a vraiment de l'intérêt. Même, il y a des producteurs qui viennent en disant moi, j'ai envie de mettre au catalogue et on va aller voir, on leur dit écoutez, on a fait un test, on a demandé un peu à des chercheurs, ça ne va pas être très intéressant, ça va demander beaucoup d'administratifs pour mettre au catalogue. Et en fait, votre base, elle ne va pas être tellement sollicitée. Donc, ça n'a pas tellement d'intérêt pour nous de la mettre au catalogue. Mais si ça a un intérêt fort, on va la pousser, elle va atterrir au catalogue. Et là, à ce moment-là, elle sera ouverte avec des conditions de valorisation, machin, sur lesquelles on discute. Nous, on conventionne avec le producteur de données. Aujourd'hui, on est en discussion avec plus de 70 producteurs de données qui ont implicitement qui ont un accord pour le mettre au catalogue et on est en train de conventionner avec eux au fur et à mesure avec des conditions particulières, hein, forcément pour chacun d'entre eux. Très bien. Bon, ben, Emmanuel, éventuellement, il y aura des réponses en ligne. Bon, n'hésitez pas à m'écrire, sinon il y a pas mal de questions. je vais répondre en ligne. Là, je vais prendre un peu de temps pour répondre aux autres questions. Profite. Et n'hésitez pas à m'écrire un mail si vous avez d'autres questions. Merci beaucoup. Je vais laisser la vous. parole à Cécile pour la deuxième présentation.